Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 14 novembre 2020 pour le 213e rapport de situation sur le Donbass qui sera en réalité un rapport surtout axé sur l'évolution de la situation en Ukraine et dans le Haut-Karabakh où ça y est, la guerre a pris fin avec un accord qui bien sûr n'enchante pas du tout les Arméniens, je vais y revenir en détail. Sur le plan militaire, en tout cas ici dans le Donbass, du 7 au 13 novembre 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu RPD à 13 reprises, donc on est à moins que la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 55 munitions, donc beaucoup moins que la semaine dernière, dont 33 obus de mortier de 82 mm. Il faut y rajouter les 3 violations du cessez-le-feu et les 37 munitions tirées, dont 2 obus de mortier de 82 mm, durant les dernières 24 heures par l'armée ukrainienne. Malheureusement, les tirs ne se limitent plus aux positions de la milice populaire. Le 13 novembre dans l'après-midi, l'armée ukrainienne a tiré au mortier de 82 mm et aux véhicules de combat d'infanterie sur Troudovski, ce village qui se situe dans le district de Petrovski, qui est à la périphérie de Donetsk. Cela a été prouvé par des photos qui ont été publiées par le Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu. Je vous les montre. Comme vous pouvez le voir, voilà, les obus de mortier ont atterri en pleine rue, sur l'asphalte. Voilà. Donc ça c'est très mauvais signe aussi, parce que même si on a moins de violations, mais que l'armée ukrainienne se remet à bombarder les zones résidentielles, bah c'est pas bon, parce que ça veut dire que le risque de voir de nouveau des victimes civiles, blessées ou morts, et sans parler des destructions, va augmenter. C'est malheureusement ce que je craignais, c'est-à-dire une escalade lente, avec une augmentation petit à petit du calibre des armes, et puis maintenant on passe des tirs qui visaient les positions de la milice populaire à de nouveau des tirs qui visent les zones civiles. Donc ça, c'est pas bon du tout. Du point de vue du bilan, cette semaine, 2 soldats de l'RPD sont morts. Côté ukrainien, les pertes hors combat de la semaine sont de 9 morts et de 9 blessés. C'est toujours le désastre côté ukrainien. Et puisqu'on parle de violation des accords de Minsk, on va parler de déploiement d'armes lourdes, puisque l'armée ukrainienne continue de déployer des armes interdites par les accords de Minsk près de la ligne de front. Cette semaine, les services de renseignement de l'RPD ont détecté 37 pièces d'armement lourd en violation des accords de Minsk côté ukrainien, à savoir dans le détail 2 systèmes de défense antiaérien Strela 10, un système de défense antiaérien Zhuzhka, 5 chars d'assaut T-72, 10 chars d'assaut T-64, 5 véhicules de transport de troupes blindés type BTR, 10 véhicules de combat d'infanterie type BMP, 3 automitrailleuses type BRDM et 1 véhicule blindé. Et bien sûr, pour cacher tout ça, l'armée ukrainienne continue de brouiller les signaux des drones de l'OSCE. Je vais vous montrer une petite carte où vous pouvez voir les 3 endroits où cette semaine l'armée ukrainienne a essayé d'empêcher l'OSCE très certainement de voir de nouvelles violations des accords de Minsk. Je ne vais pas revenir en détail sur une autre violation qui a été mise en avant par les RPD cette semaine, qui sont en fait les violations du retrait des troupes dans la zone de retrait de Petrovskoye, donc qui est entre la RPD et l'Ukraine, au sud de Donetsk. Donc la RPD a fait un bilan montrant l'ensemble des violations, présence de soldats, creusement de nouvelles tranchées, présence de pièces d'armement lourd, etc. Enfin bon, ça n'a rien d'étonnant, je veux dire. À chaque fois, ils nous font la même, ils font le retrait, puis ils reviennent derrière, donc voilà, c'est pas la première fois, ça sera malheureusement pas la dernière, je le crains. Je vais revenir brièvement sur le coronavirus, puisqu'en RPD, on en est à 8788 cas, soit 994 de plus que la semaine passée, dont 791 morts, soit 116 de plus, et 4171 guéris, soit 478 de plus. En RPL, on en est à 1686 cas, soit 51 de plus, 123 morts, soit 20 de plus, et 1415 guéris, soit 94 de plus. En Ukraine, on continue la mauvaise tendance, puisqu'ils en sont à 525 176 cas, soit 74 242 de plus que la semaine dernière, dont 9 508 morts, soit 1196 de plus. Et alors, c'est là qu'on a eu droit à une déclaration, j'hésitais à la mettre pendant ce temps-là à Kiev, mais j'ai trouvé ça tellement, en mode foutage de gueule que non.
On a eu la France et l'Allemagne, vous savez, les deux garants des accords de Minsk qu'on n'entend jamais moufter, hein, quand l'Ukraine bombarde des civils, tue des civils, utilise des drones largueurs de charges explosives, hein, façon terroriste, ou autres trucs, hein, dont je vais parler un petit peu plus tard. Pour tous les trucs vraiment importants, on les entend jamais. Mais là, ils ont ouvert leur gueule pour dire une connerie en plus, hein. Là, pour le coup, ils auraient mieux fait de continuer à l'affirmer. Parce que Paris et Berlin, en fait, exigeaient que la RPD et la RPL ouvrent tous leurs points de passage avec l'Ukraine en full, quoi, tu vois. Sauf que s'ils sont fermés, encore une fois, ça peut rentrer dans votre putain de tête, c'est parce que la situation épidémiologique avec le coronavirus en Ukraine est tellement désastreuse qu'il est hors de question qu'on laisse rentrer des milliers de cas de coronavirus ici. Non. Mais puis vraiment, enfin, je veux dire, sur les trucs importants, comme les violations des accords de Minsk ou la nazification totale de l'Ukraine, là, on vous entend pas, vous dites rien. Par contre, pour dire des conneries comme ça, là, vous êtes les premiers. D'ailleurs, c'est marrant parce que la France et l'Allemagne, les Ukrainiens ne peuvent pas s'y rendre. Coronavirus oblige. Donc, vous nous demandez, Paris et Berlin, vous nous demandez, à l'RPD et l'RPL, d'ouvrir grand les frontières aux Ukrainiens, alors que vous-même, vous ne le faites pas. Quand je dis que vous auriez vraiment mieux fait de fermer vos mouilles, définitivement. Non, parce que si vous n'êtes pas capable de l'ouvrir pour les trucs réellement importants, au moins fermez vos gueules pour éviter de sortir des conneries pareilles. Merci, ça serait gentil. Hein, parce que bon, en Ukraine, pendant ce temps-là, on vous entend pas beaucoup. L'ouvrir sur le fait que la nazification du pays, elle va bon train, c'est le cas de le dire, vous allez comprendre pourquoi. Hein, parce qu'après la glorification des collaborateurs des nazis, la réécriture de l'histoire, surtout concernant la Seconde Guerre mondiale, là on a Kiev qui veut imiter les nazis avec qui elle a super collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale, en remettant au goût du jour les camps de concentration. Alors cette fois, c'est pas pour les juifs, c'est pour les citoyens russes. Voilà, puis surtout ceux de Crimée et du Donbass, mais pas que. C'est le cabinet des ministres, d'accord? C'est pas le parti Svoboda hein, qui a pondu ça, c'est le cabinet des ministres. Quand je vous dis que Zelensky n'est pas moins néo-nazi que Svoboda, qu'Azov ou toute la clique. Parce que c'est le cabinet des ministres qui nous a pondu ce projet de loi, qui stipule que pendant un état d'urgence, c'est-à-dire l'état en fait dans lequel est l'Ukraine depuis le début de la guerre dans le Donbass, les citoyens d'un pays menaçant d'attaquer ou menant une agression contre l'Ukraine, c'est-à-dire, sans la nommer, c'est la Russie, hein, parce que je rappelle que l'Ukraine qualifie la Russie officiellement d'état agresseur, donc les citoyens de ce pays-là doivent être identifiés, leur dangerosité potentielle aussi par le SBU, et qu'ensuite toutes ces infos-là, hop, ils doivent les passer à l'armée ukrainienne qui va décider ou non d'interner ces personnes en prenant en compte les menaces réelles et potentielles pour la sécurité nationale de l'Ukraine. Bon, avec un énoncé aussi vague, j'ai pas besoin de vous expliquer que l'Ukraine va pouvoir faire interner n'importe quel citoyen russe se trouvant sur son territoire. Hein, il suffit de dire, oui, il représente une menace potentielle, c'est tellement vague, enfin, c'est n'importe quoi. Hein, menace potentielle pour la sécurité du pays, avec ça, je te fais interner n'importe qui. Hein, je veux dire, c'est digne des pires dictatures, des machins comme ça. Hein, voilà. Après, on apprend dans le projet de loi que les personnes seront envoyées par le rail. Hein, donc il y a une interdiction dans la loi d'utiliser la route, le transport routier. Ouais, le rail, d'accord. Oui, ça aussi, ça va vous rappeler des trucs. Hein, ouais. Donc, envoyés par le rail vers leur lieu d'internement. C'est-à-dire, en fait, des camps. Hein, parce que, bon, si tu veux interner des gens... pas 36 000 solutions. Donc, si on traduit en langage clair, les citoyens russes, entre autres ceux de Crimée et du Donbass, mais pas que, qui seront sur le territoire de l'Ukraine, qui tomberont entre les mains de l'Ukraine, se verront envoyés dans des camps d'internement par le train, au bon vouloir des autorités militaires. Ouais, si ça vous rappelle un truc, c'est normal. Voilà. Là, l'Ukraine est en train de réinventer les camps de concentration. Hein, mais c'est pour les citoyens russes au lieu des juifs, des tziganes et des soviétiques. Je vais gerber. Non, franchement, quand je vois des trucs comme ça, moi, D'ailleurs, je rappelle, hein, quand même, pour ceux qui ont loupé les cours d'histoire, que les premières personnes à avoir été envoyées dans les camps,
par les nazis, ça a été surtout les opposants politiques au départ. Hein. Les syndicalistes, toutes les personnes qui s'opposaient au régime nazi et qui étaient jugées comme dangereuses hein, pour le régime et le pays. Or, c'est exactement le même critère qu'on retrouve dans le projet de loi de l'Ukraine. Hein, voilà. Entre ça et puis le mode de transport qui est le même, ça pique un peu là quand même. Voilà. Alors ce qui m'a fait bien rigoler aussi, c'est que dans le projet de loi, il t'explique qu'ils vont interner les gens en accord avec les normes du droit international. Alors, vu le nombre de crimes de guerre de l'armée ukrainienne et de violations de toutes les conventions internationales par Kiev, je veux dire convention de Genève inclus, je veux dire les tirs délibérés contre les civils, l'usage systématique de la torture par le SBU, le viol, aussi très utilisé contre les prisonnières, mais aussi certains prisonniers. J'ai un petit doute sur le fait que cet internement sera réellement en accord avec les normes du droit international. Sur le droit international, l'Ukraine s'assoit dessus depuis le Maïdan. Et puis alors en plus, quand on regarde pour quelle durée les gens pourront être internés, la loi prévoit que cet internement donc, pourra durer jusqu'à la fin de la guerre et même au-delà si l'état d'urgence est maintenu. Donc la guerre dans le Donbass, ça fait déjà plus de 6 ans que ça dure. C'est bien parti pour durer encore très longtemps. Ça veut dire que les citoyens russes pourraient être internés en Ukraine dans des camps pour des décennies, sans jugement. Parce que c'est ça, c'est de la détention sans jugement. Hein. Là, c'est ça. Voilà. Et alors, pour fignoler le tableau, je vous le donne en mille, c'est la garde nationale ukrainienne qui est censée assurer la sécurité de ces camps de concentration 2.0. Oui, la garde nationale ukrainienne, le repère de néo-nazis. Hein. C'est l'unité dans laquelle ils ont foutu tous les bataillons, genre Azov, Haïdar, tous les mecs qui ont une crampe au bras droit, hein, ils sont là-dedans. Voilà. Donc on prend l'équivalent de la SS 2.0 pour assurer la sécurité des camps de concentration 2.0. Je vais vomir. Je vais vraiment gerber. Non, sérieusement. C'est... voyons similitude d'ailleurs aussi. Le projet de loi prévoit d'organiser un système de collecte et de transfert des biens de valeur des prisonniers de guerre et des personnes internées. Ça aussi, ça devrait vous rappeler un truc. Il semble qu'en Ukraine, vraiment, il n'y a pas de petit profit. Ils sont prêts à dépouiller en plus les gens qui vont interner, comme les nazis dépouillaient les juifs quand ils les envoyaient en camp de concentration. Pas mal d'analystes ont expliqué cette horreur par le fait que suite à sa déculottée lors du premier tour des élections locales, l'équipe de Zelensky essaye de racler les votes des néo-nazis, de séduire l'électorat néo-nazi, entre autres celui de Poroshenko, puisque Poroshenko a fait quand même son parti a fait quand même un bon score. Donc là, ils sont sortis la loi la plus gerbante possible pour essayer de montrer qu'eux aussi c'est des néo-nazis, des vrais. Quand tu vois ça de la part d'un président qui est juif, je pense que le grand-père de Zelensky, il doit faire la toupie dans sa tombe. Sérieusement. Je sais pas, mon gars, comment tu fais pour te regarder le matin dans le miroir. Je pense qu'il faudrait que tu retournes sur la tombe de ton grand-père pour t'excuser à genoux, quoi. Parce que franchement, là, non. Puis bon, comme je vous le disais, sur ce genre de truc, c'est marrant. Là, par contre, la France et l'Allemagne, on les entend pas. Voilà. L'Ukraine réinvente les camps de concentration pour les citoyens russes au lieu des juifs. Enfin bon, je veux dire, si tu changes juste le mot citoyen d'un pays agresseur par membre d'une religion X ou Y, je veux dire, c'est inacceptable. Je veux dire, non. Non. Mais ça là-dessus, Paris, Berlin, silence radio. Voilà, c'est très marrant. Voilà, on n'a aucun commentaire, ni de la France, ni de l'Allemagne. Voilà, pour nous faire chier, pour ouvrir à tout va nos points de passage aux gens venant d'Ukraine qui sont contaminés par le coronavirus. Là, vous ouvrez vos gueules. Par contre, quand l'Ukraine nous fait un remake des camps de concentration nazis, là, il n'y a plus personne. C'est magique.
C'est magique. Puis vous vous souvenez, l'autre fois je vous avais parlé de la hausse vertigineuse des tarifs du gaz, que ça va poser des problèmes, etc. Bah, ça commence à avoir des conséquences de plus en plus visibles, parce que là en Ukraine, ils commencent à dire que si auparavant on avait à peu près 5% des gens qui payaient plus aucune facture, d'accord? Donc là on parle de ceux qui payent plus aucune facture, y compris celle de gaz. Là ils sont en train de tirer la sonnette d'alarme en disant que le chiffre dépasse maintenant les 10%. Et ça, c'est ceux qui payent plus aucune facture. Donc je vous parle même pas de tous ceux qui en payent qu'une partie. Tu vois, qui un mois paye l'eau, puis le mois suivant paye le gaz, et puis le mois d'après paye peut-être l'électricité, ou paye 50% de la facture, pour éviter de se faire couper totalement ces services absolument vitaux. Ça, j'en avais déjà parlé, je pense, l'année dernière, on inciterait, et puis c'est une proportion très importante des gens qui essayent de payer ce qu'ils peuvent, mais voilà, ce qu'ils peuvent pas, ils peuvent pas. Et puis, voilà, ils versent ce qu'ils peuvent pour essayer de ne pas se retrouver à zéro, quoi, et de montrer qu'ils essayent de payer, mais voilà. Donc là, on a plus de 10% des gens en Ukraine qui ne payent plus aucune de leurs factures de charges communales, c'est-à-dire d'électricité, de gaz, d'eau, et même d'eau chaude, hein, donc de chauffage en fait, pour ceux qui habitent dans des immeubles. Donc là, les fournisseurs, en fait, c'est eux qui ont fourni cette information, parce qu'ils disent que ces impayés ont des conséquences financières pour eux de plus en plus lourdes, et donc ils demandent au gouvernement de faire quelque chose pour aider les gens à payer leurs factures, en leur versant des subventions ou quelque chose, sauf que les subventions sont interdites par le FMI. Et oui, la condition pour obtenir les trois miettes là, que le FMI vous donne, c'est de laisser les gens se démerder. C'est interdit de donner des subventions pour réguler les tarifs du gaz ou d'aider les gens à les payer. Libre loi du marché. Quand je vous disais que la pub de Naftogaz sur les tarifs du gaz fixés par le marché, c'était vraiment sordide, voilà. Et puis je vais revenir maintenant un peu plus en détail concernant le Haut-Karabakh, puisque ça y est, le conflit a pris fin cette semaine, suite à la signature d'un accord entre la Russie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui lui-même fait suite au fait qu'un hélicoptère de l'armée russe a été abattu par l'armée azerbaïdjanaise dans le ciel arménien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le 9 novembre au soir, donc, on a eu un hélicoptère de l'armée russe qui accompagnait un convoi de la 102e base militaire russe qui est située en Arménie, qui est dans une autre zone du pays, mais voilà, ils étaient en plein convoi, ils se déplaçaient le long de la frontière près d'Erask, qui est donc une localité entre l'Arménie et l'enclave du Nakhitchevan. Alors c'est une enclave, je vais vous montrer une carte qui fait partie de l'Azerbaïdjan, mais qui en est complètement séparée. Voilà, donc elle est coincée entre l'Arménie et l'Iran, entre autres, et puis un petit bout de frontière avec la Turquie. Donc c'est une enclave qui est complètement séparée de l'Azerbaïdjan, c'est des frontières, ça a été super bien dessiné. Et cette enclave, mais comme vous pouvez le voir, elle est quand même très loin du Haut-Karabakh, on était quand même très loin de la zone de conflit. Malgré ça, l'Azerbaïdjan a abattu cet hélicoptère, donc ils ont plaidé l'erreur. Ils ont dit que l'hélicoptère volait dans le noir près de la frontière, hors de portée des radars de la défense antiaérienne, dans une zone où, selon leur dire, il n'y avait jamais eu d'hélicoptère russe. Le tout sur fond de peur de provocation arménienne, alors que l'armée azerbaïdjanaise venait de prendre ce jour-là la ville de Chouchi, hein, donc cette fameuse ville où il y avait eu l'église qui avait été bombardée par l'armée azerbaïdjanaise. Bon, ils ont été très cons, hein, je veux dire, à partir du moment où l'hélicoptère te menaçait pas, il tirait pas vers vous, ni rien, enfin, je veux dire, c'est du délire, pour moi, ça sent, bref. Là, ils ont eu très très peur, hein. Je veux dire, la Russie a à peine eu le temps de dire on va mener l'enquête, que l'Azerbaïdjan a présenté ses plus plates excuses via son ministre des Affaires étrangères. Après, c'était carrément le président Aliyev qui a appelé Poutine pour s'excuser, pour présenter des excuses officielles. Ils ont eu très peur à Bakou. Ils ont eu très très peur. Parce que là ils se sont dit, là on va se prendre le coup de bambou dans la gueule. Parce que bon, je pense qu'ils n'ont pas oublié ce que la Russie a fait subir, entre autres économiquement, à la Turquie après le Sukhoi qui avait été abattu en Syrie.
Sauf qu'au lieu de partir en mode débile vengeance, la Russie a été très intelligente, Vladimir Poutine a été très intelligent. Je pense qu'il a utilisé en fait cet incident pour obliger l'Azerbaïdjan à signer le soir même un accord qui mettait fin au conflit. Pourquoi je pense que la Russie a utilisé cet incident, même si je sais que cet accord était dans les cartons depuis un bon moment, que c'était discuté, que les casques bleus russes se préparaient déjà, mais l'Azerbaïdjan n'avait aucun intérêt à signer cet accord. Ils étaient en train de gagner, hein. Ils étaient en train de reconquérir une bonne partie du Haut-Karabakh. Hein. Si vous regardez la carte, une fois Chouchi prise à proximité de Stepanakert, un peu plus, et puis ils prenaient la capitale et c'était terminé. Donc pour Bakou, il n'y avait aucun intérêt à signer un accord pour cesser les hostilités et s'arrêter là. Donc je pense que Poutine a dit bon bah écoute, ouais tu t'excuses et tout, tu veux payer des compensations, ouais d'accord. Mais moi je te dis, terminez les conneries, terminez. Tu veux te faire pardonner, bah, tu signes le papier. Tu signes le papier, on met fin au conflit et on va envoyer nos casques bleus, fin de la partie. Pour moi, c'est très clair. L'incident a été utilisé par la Russie comme, on va dire, justification pour obliger Bakou, en fait, à signer un accord qui lui était pas du tout favorable. Alors, les points principaux de cet accord entre les trois pays, donc c'est un accord qui est entre Russie, Azerbaïdjan et Arménie. D'accord ? Il n'y a ni la Turquie dans le deal, ni... il y en a qui ont essayé de faire croire. Donc non. Donc le premier point, c'est un cessez-le-feu complet, bien entendu, des deux armées, qui s'arrêtent sur leur position actuelle. Donc ce qui veut dire que les territoires qui ont été repris militairement par l'Azerbaïdjan restent sous contrôle de l'Azerbaïdjan. Donc il y a une bonne partie du Haut-Karabakh qui est perdue pour l'Arménie. Et pour la République d'Artsakh, ça c'est une catastrophe. Clairement. Les zones autour du Haut-Karabakh, vous savez, dont je vous avais parlé, que l'Arménie avait capturé dans les années 90 et qu'elle avait utilisé un petit peu comme glacis et comme zone tampon pour pouvoir continuer à accéder via la route au Haut-Karabakh, qui est complètement enclavé, hein, comme l'enclave dont je vous parlais plus tôt à propos de l'incident avec l'hélicoptère. Eh bien, ces zones-là, l'Arménie va devoir les rendre à l'Azerbaïdjan de manière graduelle. Donc là, il y en a quelques-unes qui doivent déjà être rendues d'ici demain, et puis ensuite au fur et à mesure au mois de décembre. Alors, malgré le fait que l'accord prévoit que normalement les gens qui ont été déplacés, qui ont fui ces zones, doivent pouvoir revenir sous contrôle et protection du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, les gens, en fait, les Arméniens fuient, parce qu'ils sont bien conscients qu'il y a des terroristes de l'autre côté, hein, d'accord ? La Turquie a fait venir des terroristes de Syrie, et les gens savent très bien ce qui les attend, ils vont se faire égorger. Donc il y a des vidéos qui sont en train d'être publiées, où on voit les gens mettre le feu à leur maison, c'est-à-dire ils prennent toutes leurs affaires et ils crament leur baraque, pour pas les laisser intactes, en fait, aux Azerbaïdjanais. Voilà. Ça, c'est ça la situation, c'est terrible. Moi, quand je vois ces vidéos, ça me fait mal. Donc on a un contingent de maintien de la paix russe qui est déployé sur la ligne de front et dans le couloir de la Chine, qui est désormais la seule route qui relie l'Arménie au Haut-Karabakh. Alors, c'est en plus la route qui passe par Chouchi, donc là l'Azerbaïdjan commence à dire ouais mais en fait il faudrait que vous nous donniez quand même accès à cette route, parce que c'est la seule route civile qui donne accès à la ville qu'on a capturée, donc ça donne des situations un peu... voilà. Une nouvelle route doit être construite d'ici 3 ans, dans le couloir de la Chine, pour pouvoir libérer cette route-là. Mise en place d'un centre de contrôle du cessez-le-feu où participe la Turquie, donc c'est la seule, on va dire, petite concession qui a été faite à Ankara, parce que eux, ils voulaient carrément envoyer leur casque bleu aussi là-bas, ils ont d'ailleurs prétendu à un moment que leur casque bleu aussi serait déployé, parce que la Russie a démenti. Échange des prisonniers, otages et des dépouilles, et garantie de la sécurité des réseaux de transport entre l'Arménie et le Haut-Karabakh, et entre l'Azerbaïdjan et donc sa fameuse enclave de Nakhichevan. Donc ça aussi, c'est clair pour l'Arménie, la pilule, elle a beaucoup de mal à passer. Je vous montre la carte qui a été publiée par l'armée russe.
pour expliquer un petit peu la situation. Donc toutes les zones que vous voyez au sud qui sont en vert, ce sont les zones donc, qui ont été reprises militairement par l'Azerbaïdjan et qui restent entre les mains de l'Azerbaïdjan, puis un petit peu aussi au nord-est. Donc ne reste du Nagorno, du Haut-Karabakh, que la zone qui est en rose. Voilà, donc vous voyez, le Nagorno-Karabakh a perdu une bonne partie de son territoire. Et donc là, les casques bleus russes ont déjà commencé à se déployer sur les positions qui sont indiquées sur la carte que je vous montre maintenant. Donc ce sont les petits triangles que vous voyez sur la carte, eh bien ce sont les endroits où ils sont déjà déployés, hein, donc c'est la situation au jour d'aujourd'hui, hein, 11h30, donc ils sont déjà un petit peu partout, donc ils ont commencé par le couloir de la Chine, ils ont ensuite fait toute la partie, on va dire sud, et puis ils sont remontés ensuite vers le nord, vers Martakert, etc. Donc là ils sont en train de s'installer, les relations avec la population locale sont plutôt bonnes, hein, on a une vidéo comme ça d'un soldat russe qui est rentré dans une boutique pour demander un café, et puis au moment où il a voulu payer, la dame elle a dit non vous payez pas, je vous l'offre, quoi, tu vois, c'est café gratuit. Clairement les gens en Artsakh sont bien conscients que c'est la Russie qui les a sauvés, même si beaucoup de gens reprochent à Moscou de ne pas être intervenu militairement ou de ne pas être intervenu plus tôt, mais je rappelle quand même que la Russie a appelé dès le début à cesser les hostilités et à s'asseoir à la table des négociations, ce qu'aucune des deux parties n'a fait. De plus, d'après des infos qui commencent à sortir maintenant, il semble que la Russie avait proposé son aide à Pachinian, qu'il aurait refusé, que la Russie aurait même envoyé de l'armement en Arménie, qui n'a pas été déployé sur le front. Là, il y a des questions très gênantes qui sont en train d'être posées par plusieurs journalistes russes, dont certains d'origine arménienne, comme Margarita Simonian, hein, la directrice de Russia Today, qui pose toutes ces petites questions gênantes à Pachinian et qui lui demande de s'expliquer. Pachinian, d'ailleurs, qui continue de se, on va dire, faire porter pâle, malgré quelques déclarations débiles sur Facebook. Faut dire qu'à Erevan, ça se passe pas bien pour lui, parce que les gens ont pété un plomb quand ils ont vu l'accord qui a été signé. Les Arméniens sont descendus dans la rue, ont pris d'assaut le Parlement, s'en sont pris au porte-parole, et puis ils exigent la démission du Premier ministre, qui d'ailleurs a fait un joli mea culpa, d'ailleurs. Mais ça suffit pas de dire oui, je suis personnellement responsable. Bah ouais, mais vous avez merdé sur toute la ligne. C'est les gens qui reprochent à la Russie de pas avoir sauvé les gens en Artsakh, mais la Russie et Vladimir Poutine ne défendent avant tout que les intérêts du peuple russe. D'accord ? Vladimir Poutine, c'est pas le gendarme du monde, la Russie non plus. D'accord ? La Russie n'a aucune volonté d'égaler les États-Unis dans la mégalomanie en mode on est là pour régler le destin du monde. D'accord ? Je veux dire, avec cet accord, la Russie, elle a quand même réussi un énorme tour de force en empêchant l'Azerbaïdjan et surtout la Turquie de reconquérir totalement le Haut-Karabakh, parce que là, ils étaient bien partis. Une fois Chouchi prise, c'était Stepanakert et puis c'était terminé. Et après, là, c'était épuration ethnique façon génocide de 1915. D'accord ? Sans parler du fait qu'ils auraient peut-être envisagé après de s'attaquer directement à l'Arménie, après, hein, une fois qu'ils auraient eu bouffé l'Artsakh. Donc là, ça aurait entraîné Moscou dans un conflit déjà contre un pays allié, parce que l'Azerbaïdjan est allié de la Russie, hein, quand même, hein, et ça aurait mené à un conflit avec un pays de l'OTAN, et donc potentiellement avec l'OTAN lui-même en entier. Donc vous imaginez, là, on se tapait la Troisième Guerre mondiale. Je veux dire, la Russie, son but, c'est pas de déclencher la Troisième Guerre mondiale, pour sauver les Arméniens. Et pour sauver les Arméniens, en plus de leur propre bêtise, hein, parce que je rappelle que Pachinian a été mis en place après une énième révolution de couleur pro-occidentale. Pachinian, au départ, c'était un mec hyper critique envers la Russie, il voulait sortir de l'Union eurasiatique, etc. Quoi. Pour moi, après, c'était un petit peu calmé, parce que je pense qu'il avait compris que là, c'était un petit peu dangereux pour l'Arménie de jouer ce jeu-là. Mais voilà, Pachinian, c'est un pote à Soros, quoi, si tu veux. Donc, je veux dire, les mecs, vous avez mis ce mec-là à la tête de votre pays, à un moment, vous assumez, quoi. Tu vois, je veux dire, la Russie, elle a pas à payer les pots cassés pour vous. Ça, c'est pas vrai, quoi. Ça, c'est du délire.
Je veux dire, clairement, la Russie, Poutine a réussi un truc magistral avec cet accord. Parce qu'il a réussi à ne pas se mettre l'Azerbaïdjan à dos. L'Azerbaïdjan, comme je dis, qui a très bien compris qu'ils avaient complètement déconné avec le coup de l'hélicoptère. Ils se sont chiés dessus. Il suffit de lire les excuses pour comprendre que, voilà, d'ailleurs, là, il y a eu un commentaire un peu débile venant de Bakou, disant oui, mais bon, à la guerre comme à la guerre, en parlant d'incident, Lavrov les a bien recadrés, en disant, écoutez, si vous voulez qu'on parte de ce principe-là, pas de problème, on peut vous faire une réponse très percutante. Je pense que ça va les calmer un petit peu, là, les va-t-en-guerre azerbaïdjanais. Ça a évité aussi que la Russie se mette à dos la Turquie. Et puis en plus, en devenant la seule force armée qui assure la défense du Haut-Karabakh, la Russie empêche l'OTAN et l'Occident de mettre un peu plus la main sur l'Arménie. Là, les Arméniens sont en train de se rendre compte quand même qu'ils ont bien déconné avec Pachinian. Parce que là, si Erevan opte pour une politique russophobe façon Ukraine, là, pour le coup, ils vont perdre pour de bon le Haut-Karabakh, ce qui pourrait avoir des conséquences politiques internes assez graves, parce que je vous dis, là, il y a des émeutes à Erevan, ça continue d'ailleurs. Les gens demandent la démission de Pachinian, les partis politiques d'opposition aussi d'ailleurs. Donc là, si l'Arménie tournait le dos à la Russie, ça serait une catastrophe pour l'Arménie. Donc c'est bien, là, la Russie a empêché voilà, l'OTAN de s'implanter dans un pays de plus sur sa périphérie. Je pense personnellement, voilà, c'est mon opinion, ça vaut ce que ça vaut, je pense que Pachinian va sauter. Je pense que Pachinian va être poussé à la démission, malgré son mea culpa. Donc là, la Russie a maintenu l'OTAN à distance d'Erevan. Elle a aussi partiellement, pas totalement, mais partiellement damé le pion à la Turquie en l'empêchant de mener à terme ses plans militaires dans la région, mais aussi ses plans diplomatiques. Parce que je vous disais, ils voulaient se taper l'incruste dans les négociations pour les foutre en l'air, comme avec la Syrie. Ils voulaient même s'immiscer dans la mission de maintien de la paix. La Russie les a maintenus à distance. Pour moi, cet accord, il montre clairement que, contrairement à ce que certains voudraient faire croire, la Russie n'est pas seulement une puissance régionale. C'est un pays qui est important et qui compte, et avec lequel il faut compter en matière de maintien de la paix dans le monde, parce que là, c'est une leçon de diplomatie magistrale. Je veux dire, tous les pays occidentaux, et entre autres les pays de l'OTAN, vous avez laissé faire la Turquie. Vous avez laissé faire un de vos membres qui est allé foutre le bordel contre l'Arménie. À part vos grandes déclarations débiles. Ouais, j'ai vu la France, là, la France aussi, ouais. Ils sont partis dans des déclarations débiles en ce moment. Qui a dit que il fallait que la Turquie arrête ses provocations contre l'Arménie et le Haut-Karabakh, et qu'ils allaient étudier toutes les implications de l'accord qui a été signé entre la Russie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais fermez vos gueules. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, à part des grands blabla et des gesticulations débiles, vous n'avez rien fait. C'est la Russie qui a sauvé la situation. Fermez vos gueules, définitivement. C'est tout. C'est Paris, c'est une honte. Et alors j'ai deux pendant ce temps-là à Kiev, et le premier justement concerne le Haut-Karabakh. Parce que, alors que l'Ukraine n'a rien eu à voir avec le conflit, à part son bon soutien bien malsain à l'Azerbaïdjan, le site dialogue.oua, oui, encore eux. Ce torchon, c'est une vraie usine de fake news. Il leur faudrait un jingle. Je sais pas si certains de mes auditeurs connaissent Je suis pas content TV, avec Greg Tabibian. Il a des jingles comme ça, genre la blague à nanar, ou il a le jingle mort de rire. S'il y a des gens qui s'y connaissent pour faire des petits jingles vidéo comme ça, je suis pas contre que vous me proposiez des trucs, parce que franchement, je pense que dialogue.oua, il va en revenir souvent. Parce qu'ils pondent beaucoup de conneries, quand même. Donc, ils ont publié un article cette semaine disant que l'Ukraine a mis fin au problème de la guerre dans le Haut-Karabakh. Là, je me suis dit, merde alors, la capitale de l'Ukraine a été déplacée à Moscou ou j'ai loupé un truc ? Non, parce qu'aux dernières nouvelles, comme je l'ai dit, c'est la Russie qui a mis fin au conflit, c'est pas du tout Kiev. Et donc, dans l'article, il nous annonce que donc, le 11 novembre, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a mis fin au problème de la guerre du Haut-Karabakh, voilà, ils ont considéré que les actions militaires sont terminées, que Kiev se félicite de cette décision, tout en
espérant qu'à l'avenir, la vie dans la région sera rétablie et que les parties résoudront leurs problèmes exclusivement dans le cadre du droit international. Lol. Ça fait 6 ans que vous massacrez votre propre population civile ici, dans le Donbass. Non, arrêtez avec le droit international, fermez-la vous aussi. Et puis bien sûr, ils ont dit oui, on soutient l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, parce que nous-mêmes, vous voyez, on subit l'agression russe, blablabla. Bon, ça me semblait tellement énorme cette histoire que je suis allée voir sur le site du ministère ukrainien des Affaires étrangères, où j'ai découvert qu'ils se sont juste félicités de la fin des hostilités. À aucun moment, ils ne prétendent y être pour quelque chose. Voilà, donc dialogue.wa a complètement inventé le reste. Quand je vous dis que ce site est une véritable usine à fake news, c'est hallucinant. Non, mais c'est du grand délire. Ce site, c'est fakenews.com, quoi. Et puis alors, deuxième pendant ce temps-là à Kiev, c'est Alexei Reznikov, oui, le vice-premier ministre en charge des territoires temporairement occupés, qui lors d'une interview avec Radio Svoboda, oui, l'organe de propagande de la CIA, a déclaré que le retour de la Crimée sous contrôle ukrainien pourrait être une option plus facile que de récupérer le Donbass. Désolé, ça me fait rire à chaque fois. Il est sorti, je cite, textuellement, je vous dirais que l'histoire avec la Crimée et le retour de la Crimée à l'Ukraine pleinement en tant que territoire occupé aujourd'hui est peut-être une option plus facile parce qu'il n'y a pas eu de combat comme dans le Donbass partiellement occupé. Moins de sang a été versé. Alexei, en Crimée, il y a l'armée russe. Voilà. Tu crois sérieusement que récupérer la péninsule sera plus facile que de récupérer le Donbass sous prétexte que là-bas, il n'y a pas eu la guerre ? Non mais je suis morte de rire là. Non, il faut vraiment un jingle. Enfin, un jingle mort de rire, façon Greg Tabibian, parce que là c'est pas possible. Non, mon gars, les Criméens ont vu ce qui se passe dans le Donbass. Je veux dire, ils sont informés. Je veux dire, ils regardent la télé, comme tout le monde. Je rappelle que beaucoup de gens sont partis du Donbass pour aller vivre en Crimée. J'en connais personnellement un certain nombre. Sans parler des volontaires criméens qui sont venus prêter main forte aux deux républiques populaires. Donc soit volontaires sous forme de volontaires qui s'engagent dans la milice populaire, soit des volontaires qui apportent de l'aide humanitaire, tout simplement. C'est pas parce que le sang n'a pas été versé en Crimée, grâce d'ailleurs, je le rappelle, à la présence de l'armée russe, que récupérer la péninsule sera plus facile. Même sans parler de la base navale russe que Moscou refilera jamais à l'OTAN. La population ne veut pas réintégrer l'Ukraine et ne le voudra pas plus demain qu'aujourd'hui. Ils ont vu la différence entre l'époque ukrainienne où vous entreteniez rien et où vous les faisiez chier pour essayer de parler la langue ukrainienne qui n'est pas leur langue maternelle, parce que leur langue maternelle c'est le russe, parce qu'ils sont russes. Je veux dire, la péninsule était russe jusqu'en 1954. Et puis ils ont vu ce que vous faites dans le Donbass. Ils sont bien contents d'avoir échappé à ça. Donc si vous croyez que ce sera plus facile, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au fondement, pour rester poli. Voilà. Procès du MH17, alors, ça va être beaucoup plus long que ce que je pensais, parce qu'en fait, j'espérais quand même que la Cour publierait un résumé détaillé des plaidoyers de la défense. Et en fait, non. Les 3 jours de plaidoyer de la défense, 3 jours, ça a été résumé en un texte qui tient sur une page format A4. Je veux dire, quand le procureur nous avait détaillé, et le juge, qu'on allait interroger le témoin S48 qui se trouvait à tel endroit et qui a vu tel truc, là c'est marrant, on avait un résumé, le truc il faisait 20 pages. 3 jours de plaidoyer de la défense, une page format A4. Je leur ai demandé à avoir l'enregistrement en anglais. Ah bah non, on n'en a pas. On pourra commencer à faire ça qu'en février 2021. D'accord. Donc, je n'ai que les vidéos en néerlandais. Donc, je suis en train de faire par une connaissance la transcription complète des plaidoyers de la défense qui n'ont pas été retransmis, publiés en anglais par qui que ce soit. Donc c'est un peu long, parce que ça dure des heures. En matière de choses qui vont pas, les avocats des familles aussi se sont plaints. Ils ont à peine 10% du dossier entre les mains, donc ils disent on n'arrive même pas à comprendre
quelle est l'implication des différents suspects dans l'affaire, ce qu'ils ont à voir avec le schmilblick. Le procureur est parti dans des trucs bien débiles, en mode oui mais non, il n'y a pas besoin de réétudier ça, il n'y a pas besoin de remettre en cause l'expertise de ci, il n'y a pas besoin de remettre en cause ci, ça. Bah si, il y a besoin, si, parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas dans ton dossier, quoi. Il est parti complètement en vrille, le procureur, à un moment, il est parti dans un truc complètement... à vouloir jouer sur l'émotionnel. Mais résultat des courses, on a un proche d'une des victimes qui a pris à partie l'avocate de Poulatov dans les toilettes du tribunal. Donc l'avocate n'a pas pu revenir tout de suite. Il a fallu un petit peu de temps pour se remettre de ses émotions. Les avocats de Poulatov s'en sont plaints. D'ailleurs, ils ont dit que c'était inacceptable. Ils ont demandé au procureur de se tenir, hein, quand même. Enfin, que des trucs comme ça, quoi. Que des trucs comme ça. Vraiment, enfin, ce procès est une honte totale. J'ai découvert qu'en fait, une bonne partie des témoins ont été auditionnés par le SBU. Auditionnés par des services secrets qui pratiquent la torture de manière systématique. Et je suis pas la seule à le dire, hein, je veux dire, l'ONU, Amnesty International, Human Rights Watch, qu'on peut pas vraiment accuser d'être pro-Russie, on le dise. D'accord ? Donc, vous acceptez comme témoignage des trucs qui vous sont fournis par les services secrets d'un des suspects potentiels, parce que contrairement à ce que vous racontez, il n'y a rien de solide qui étaye le fait que ce serait la Russie qui aurait envoyé un bouc. Je veux dire, l'Ukraine est un suspect potentiel, et par un service secret qui en plus pratique la torture de manière systématique. Et il n'y a rien qui vous gêne là-dedans. Tout scintille. Ces témoignages-là sont recevables, de manière anonyme. Donc en plus on ne sait pas qui est derrière. Comme l'a dit d'ailleurs l'avocate de Poulatov, on ne sait pas si les gens sont si le SBU leur met la pression, s'ils ont été torturés, enfin, je veux dire, il y a des précédents, je veux dire, Daria Mastikacheva, le SBU a menacé de s'en prendre à son gamin pour lui faire avouer des trucs délirants. Donc vous imaginez quelqu'un à qui on menace de tuer son fils, sa fille, sa femme, son père ou sa mère, enfin, je veux dire, et vous considérez des témoignages comme ça comme étant valables ? C'est une blague ou quoi ? En plus, on découvre que certains des témoins seraient morts. Enfin, non, là, faut arrêter. C'est une vaste blague, ce tribunal-là. Là, ça devient vraiment n'importe quoi. Suite au fait que Max a été demandé à être auditionné comme expert, on a eu une attaque en règle de Bellingcat contre Bonanza Media, à coup d'accusations délirantes, comme quoi il travaille pour le GRU. Enfin, c'est complètement débile. Enfin, je veux dire, là, on touche le fond. On touche le fond, ce procès est une honte totale, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce truc, reprendre l'enquête depuis le début de manière correcte et arrêter les conneries, parce que là, c'est n'importe quoi. Mais non, là c'est vraiment du grand nawak. Ici, dans le Donbass, je pense que la situation va continuer à dégénérer, puisque l'Ukraine, donc depuis qu'ils ont fourni leur feuille de route qui ne va pas, il y a eu une nouvelle réunion du groupe de contact trilatéral où il a fallu je sais pas combien de temps pour leur faire admettre qu'effectivement ça va pas et que ça correspond pas aux accords de Minsk, mais l'Ukraine continue de faire de la propagande là-dessus en disant mais si mais nous on a fait tout ce qu'il fallait, c'est pas de notre faute si ça avance pas, c'est la Russie qui bloque, enfin n'importe quoi. Bref, donc ça va pas se résoudre, on parle de plus en plus du fameux plan B de Zelensky, et on voit clairement que voilà, ces histoires de camps d'internement pour les citoyens russes, je veux dire, les mecs, ils sont déjà en train de s'imaginer faire un remake du Haut-Karabakh dans le Donbass. Non. C'est comme l'a dit Jouravko, un ancien député ukrainien, si vous faites ça, les casques bleus russes, c'est dans le Donbass, et pas que dans le Donbass qu'ils vont se retrouver, ils vont se retrouver jusqu'à la frontière avec la Pologne. Parce que je rappelle que nous avons déjà actuellement, entre les RPD et les RPL, plus de 300 000 personnes ici qui ont un passeport russe. Donc la Russie ne laissera pas l'Ukraine faire un remake dans le Donbass de ce qui se passe dans le Haut-Karabakh. Hein, on n'est pas du tout dans la même situation. Donc voilà. Non, mais je pense malheureusement qu'on va aller vers une escalade graduelle, lente mais graduelle de la situation ici, puisque on voit bien que les accords de Minsk sont menés dans une impasse totale par l'Ukraine, qui cherche de plus en plus à s'en débarrasser sous un prétexte ou sous un autre. Donc il y a un moment où ça va repéter. C'est tout. La question c'est quand. La grande question c'est quand.
Voilà. Donc, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation. Et d'ici là, portez-vous bien.